Aujourd'hui, les touristes dans les condos, les voisins en ont plein d'eau. Le vacarme des locataires Airbnb. L'été passé, on serait cru dans un hôtel. On se retrouve avec un phénomène hors contrôle. Embourbés dans des pots de crème. Ça fait mal à l'orgueil. Et votre dernière auto, louée ou achetée? Bienvenue à La Facture. Airbnb et les autres entreprises du même genre sont en train de changer l'industrie de l'hébergement au pays parce qu'ils vous permettent de louer votre habitation à court terme à des voyageurs. Mais dans les immeubles à condos, ça dérange. Et pas seulement le gouvernement qui perçoit moins de taxes, ça dérange les voisins aussi, parce que des touristes, ça fait du bruit. Alors, les voisins qui restent autour, eux, demandent plus de contrôle. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, mon Dieu, on dirait que c'est passé énergie si ça va pas de bon sens. Des locations à court terme qui nuisent aux propriétaires de condos. L'été passé, on serait cru dans un hôtel. Des taches sur les tapis, des luminaires qui étaient cassés, les portes qui étaient arrachées. La location à court terme est pourtant réglementée. C'est vraiment de se retrouver avec une loi qui n'a pas de mordant parce qu'il n'y a pas de risque élevé de se faire prendre. Des propriétaires de condos s'organisent. On a mis les règlements en place et on a mis un terme à tout ça. Moi, je voulais avoir une plus belle qualité de vie parce que je trouvais que c'était pratique d'avoir tout à la portée de la main. Voilà de bonnes raisons pour lesquelles Diane Denis s'est acheté ce mignon petit condo dans le quartier Griffintown à Montréal. Le seul hic, la location à court terme. L'été passé, là, c'était le premier été et la piscine était ouverte parce que c'est un immeuble qui est neuf. Et là, il y avait beaucoup de touristes qui venaient. On se demandait, mais d'où ils viennent et tout ça. Ça faisait des parties. Nous autres, on n'en pouvait plus les réguliers, là. Les locations à court terme de style Airbnb sont très populaires à Montréal, particulièrement dans le quartier Griffintown. Est-ce que vous avez des craintes pour l'été prochain? Oh, mettez-en. J'ai peur qu'on soit envahi. Nous avons vérifié si nous pouvions louer facilement pour une journée dans l'immeuble de Mme Denis. Une simple demande sur le site Airbnb, la réservation s'effectue par courriel, on nous ouvre la porte à distance et nous sommes entrés dans le condo sans voir personne. Pourtant, il existe une loi provinciale qui, depuis l'an dernier, rend illégale toute location de 31 jours et moins, sauf si vous détenez un permis spécial. Les gens qui sont sur Airbnb devraient, en amont d'être sur Airbnb, des gens qui sont passés par chez nous, obligatoirement. Michel Roux dirige la Corporation de l'industrie touristique du Québec, la CITQ. Il explique à des propriétaires comment obtenir le permis spécial qui légalise les locations de courte durée de style Airbnb. Alors, les gens qui sont sur Airbnb, qui n'ont pas fait la démarche, sont considérés, entre guillemets, des hébergeurs illégaux. On a réservé pour une deuxième nuit sur Airbnb dans un autre immeuble, la Tour des Canadiens, à quelques pas du Centre Bell. Le responsable du condo nous rencontre dans la halle d'entrée devant le gardien. Il nous remet la clé. Nous avons appris qu'il ne détient pas de permis spécial, mais la vue sur Montréal est grandiose. Tout près de la Tour des Canadiens, dans un autre complexe immobilier, on a eu de sérieux problèmes avec la location de style Airbnb. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas, donc le concierge nous en avisait. Et quand on demandait aux personnes qui étaient à la piscine, vous résidez où? Ils étaient incapables de nous donner le numéro de condo. Claude Demulle est président du syndicat de copropriété du complexe immobilier Les Jardins Windsor. Quand il y avait, par exemple, le Grand Prix, les condos étaient loués entre 5 à 800 $ pour une soirée. Donc, c'est sûr qu'un propriétaire qui, lui, louait par rapport à Airbnb se faisait énormément d'argent. Airbnb a connu une croissance fulgurante de 87 % au Québec de 2015 à 2016. 20 000 locataires y sont inscrits, dont plus de la moitié uniquement dans la ville de Montréal. Et on ne parle pas ici des autres sites qui rivalisent avec Airbnb.
Claude Demule a décidé de déclarer la guerre à la location style Airbnb. Avec un système de caméras de surveillance sophistiqué, il observe attentivement les allées et venues des gens qui portent des valises. Il surveille même les annonces sur les sites de location de courte durée. Et on voit bien que la vue correspond à notre complexe. Sur les étages. Voilà. Ici, les règlements doivent être scrupuleusement respectés. Lorsqu'un copropriétaire ou locataire loue son condo à court terme et il est pris sur le fait, il doit payer une pénalité de 500 $. Et comment les gens réagissent à ces frais d'administration qu'on leur impose? Ils sautent au plafond mais ils sont informés que les règlements ont été votés en assemblée par les copropriétaires. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les règlements qui interdisent la location pour moins de 30 jours. Et ça indique une pénalité de 1 000 $ par jour de location en contravention. Mais Diane Denis croit que son syndicat de copropriété ne fait rien. Elle a donc décidé de s'organiser avec d'autres copropriétaires pour mettre un terme à ce type de location. Non, on nous dit tout le temps que le processus est en cours. Oui, mais c'est parce que pendant ce temps-là, eux autres prennent du terrain. Il faut que les pénalités soient appliquées et on les voit pas. Sur certains étages, j'imagine, peut-être eux se sentent dépassés, mais dans l'ensemble de notre édifice, on a 309 condos. On n'a pas de problématique majeure à cet effet-là. Dominique Autier représente le syndicat de copropriété qui impose des pénalités de 1 000 $ par jour aux locataires de condos à court terme. Elle refuse toutefois de nous en dévoiler le nombre. On en a donné. Ça, je peux pas dire qu'on n'en a pas donné. On en a donné. Mais pour un nombre, ça n'a pas d'importance pour les gens. Ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que ça diminue et que ça disparaisse dans le temps, puis qu'il n'y ait pas cette pratique-là dans notre édifice. On aimerait ça être plus informés. Voici, à date, qu'est-ce qui est arrivé. On a récolté tant de pénalités et on a passé à l'action. Mais là, on nous dit qu'on va passer à l'action, mais il n'y a rien qui bouge, selon moi. Airbnb, de son côté, nous indique qu'elle se dégage de toute responsabilité car il incombe aux locataires de s'entendre avec ses voisins ou de se conformer à la loi québécoise sur les établissements d'hébergement touristique. On se retrouve avec un phénomène qui de plus en plus nous apparaît hors contrôle, alors que le gouvernement, au contraire, nous avait dit vouloir agir efficacement contre ce type d'activité. Hans Brouillette est l'un des directeurs de la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Il croit que la loi québécoise manque de mordant et que le gouvernement doit agir. Et recevoir des avis de non-conformité, ça ne fait pas nécessairement peur à grand monde. Une loi sur papier, si elle n'est pas appliquée efficacement sur le terrain, ne crée pas une inquiétude suffisante et ne permet pas de modifier les comportements de façon convaincante. La ministre du Tourisme, Julie Boulet, a refusé de nous accorder une entrevue. Mais on nous dit que grâce au dernier budget, le nombre d'inspecteurs sera augmenté et les pouvoirs d'inspection seront transférés à Revenu Québec. La copropriété n'est pas faite pour faire du commerce. On n'est pas là pour faire répondre à des besoins hôteliers au jour le jour, à la nuit, ou à la semaine ou au mois. On est là pour avoir des résidents qui sont là à long terme. C'est exactement ce que veut Diane Denis et elle entend bien y arriver. Ça cause un problème, oui, effectivement, parce que nous, les réguliers, on est bien tannés de ça. Moi, il faut que ça bouge. Moi, c'est action-réaction, là. Ça, c'est sûr. Un particulier qui loue son condo alors que c'est interdit contrevient à la loi sur les établissements d'hébergement touristique. Et il est passible d'une amende de 2 500 à 25 000 $ quand même. Mais encore faut-il que la loi soit appliquée. Et en attendant, Diane Denis a peur que son condo perde de la valeur à cause de ses locations à court terme. Après la pause, derrière ce mannequin, le sourire du requin. Les essais gratuits trompeurs font partie des 10 grandes fraudes de 2016. Vous connaissez peut-être une personne qui s'est fait prendre dans l'arnaque des petits pots de crème. Si ce n'est pas le cas, vous allez en voir une. Elle est assez sévère envers elle-même d'ailleurs, et franchement, elle ne devrait pas. C'est une arnaque astucieuse parce qu'elle jette de la poudre aux yeux de ses victimes, mais aussi de ceux qui devraient l'aider et intervenir, les émetteurs de cartes de crédit.
Vous avez été éblouie par les crèmes? Ah, oui. Pas brillante, la madame. Et je l'ai-tu, la petite voix au-dessus de l'épaule là, qui me dit « Non, tu payes pas pour un cadeau. » Louise Parenteau est tombée dans un piège que des arnaqueurs habiles lui ont tendu. La panique me prend, puis je me dis « Bien, car ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. » Alors là, je raconte ça à mes filles, « Maman, oui, je le sais, mais ça fait mal à l'orgueil. Ça fait mal. » Elle aurait voulu que Visa Desjardins soit son allié, mais elle s'est sentie bien seule dans cette galère. Cette offre n'est pas liée directement au sondage, elle profite. Madame Parenteau a participé à un sondage de Cogeco en décembre dernier. Soudainement, une fenêtre publicitaire, qu'on appelle communément pop-up, lui a sauté au visage. C'est de la crème, de la petite crème, tu sais. Fait que, regarde, c'est alléchant à mon âge, hein. Je sais pas trop si j'ai fait la bonne affaire, là. Hein? Poussée par une pulsion irrésistible, elle a sorti sa carte de crédit pour avoir son cadeau. Payer pour un cadeau? Non. Tu sais, la clochette d'alarme se fait sentir, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai rempli mon numéro de carte de crédit pour payer les frais de poste. Je m'en mords les doigts, là. Elle a finalement reçu le fameux cadeau, puis 2 autres colis, chacun contenant un produit de beauté, mais aucune adresse de retour. La seule chose que j'avais, là, c'est un papier comme ça pour expliquer la crème et qui me donnait un service à la clientèle, tout en anglais, support. En moins de 3 semaines, on lui a facturé sur sa carte de crédit Visa Desjardins 519,72 $. Cette femme, dotée d'un sens aigu de l'autodérision, en pleurait. C'est là que la panique s'installe parce que je dis comment j'arrête ça, là, comment j'arrête l'engrenage. Malheureusement, elle n'avait pas vu sur le web cette mise en garde de Cogeco. Des compagnies comme Cogeco, comme Vidéotron, même des compagnies comme Walmart se sont fait avoir l'année dernière avec ça. Cyril Pacciolo est consultant en sécurité informatique. Il nous a aidés à faire la lumière sur cette histoire. Les compagnies ne peuvent pas contrôler ça, donc c'est des fausses offres qui sont liées à des vrais sondages. C'est en effet ce virus qui a bien fait afficher le pop-up lors du sondage Cogeco. Dans la tourmente, Madame Parenteau s'est tournée vers Visa Desjardins. Visa me dit, nous, on peut pas arrêter ça parce que vous avez donné l'autorisation. Il me semble que je suis pas si nounoune que ça, là. Si j'avais eu un X à mettre à quelque part qui m'envoyait de la crème tous les mois, mais même 2-3 fois par mois qu'on a vu, là, j'aurais pas marché là-dedans. C'est le nom d'Abella Mayfair qui apparaît sur ces produits. Nous avons joint le service à la clientèle. But the thing is that people don't know that they will agree for a membership, and they think that they will have why, ma'am? Pardon me? Yes, ma'am. The reason why is they failed to read the terms and conditions. That's why. C'est écrit et c'est caché en bas d'un texte. Donc pour l'utilisateur moyen, ce n'est même pas possible de voir ce texte. Ce texte bien caché mentionne que cette offre n'est pas gratuite. Elle fait aussi état d'un abonnement. Tout ça en anglais. Ce sont des pratiques illégales, selon vous? C'est contraire à la loi sur la protection du consommateur. Pour moi, oui, ça contrevient à la loi. L'avocate Élise Thériault est conseillère juridique chez Options Consommateurs. Pour qu'un consentement soit éclairé, il faut que le consommateur ait eu connaissance des faits. S'il n'en a pas eu connaissance parce que c'est masqué, parce que c'est caché, parce que c'est écrit de trop petit ou parce que tout simplement c'est omis, il n'y a pas de consentement qui est valide. Ça, c'est clair. Vous étiez sensibilisé à l'hameçonnage? Oui, mais pas celui-là. On a envoyé 6 000 courriels depuis le mois de janvier. Visa Desjardins a alerté ses clients, comme l'explique le conseiller en relations de presse André Chapelot. Lorsqu'ils avaient souscrit ou ils avaient par le fait même accepté à leur insu, j'en conviens, de recevoir d'autres produits. Ce n'est pas un consentement libre et éclairé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comme institution financière, notre responsabilité à tout le moins, c'est d'avertir nos membres. Sur le relevé de carte de crédit de Mme Parenteau, aucune mention d'Abella. On voit plutôt les noms de Face Health et de Platinum Eye Serum. Platinum Eye Serum héberge des centaines de sites Internet, comme vous pouvez le voir, qui sont construits exactement sur le même modèle. Ces compagnies sont enregistrées à cette adresse, à Londres. Ce building-là est abandonné depuis longtemps et est actuellement en vente. Impossible de savoir qui se cache derrière cette arnaque. C'est vraiment une arnaque bien faite.
Mais Parce pourquoi qu'on vous ne les peut bloquez pas? On ne peut pas les bloquer, ils changent de nom régulièrement. Et d'autre part, sont des entreprises étrangères. Les petites crèmes gratuites font des ravages. L'Office de la protection du consommateur a reçu pas moins de 800 plaintes dans la dernière année. Ici, on voit que les essais gratuits trompeurs font partie des 10 grandes fraudes de 2016 répertoriées par le Better Business Bureau. Oui, je parle de fraude parce que c'est clairement un stratagème qui a été mis en place pour soutirer de l'argent à des consommateurs dans une façon où ils ne sont pas capables de consentir. Moi, je recommande toujours aux gens d'aller à la police. La compagnie Abella Mayfair, elle, jure qu'elle est honnête. Yeah, well, I spoke to a lawyer yesterday, and she really talked about a fraud and saying that so many people just said that they weren't aware that they had never agreed to these conditions. They keep on saying that, but just to clarify, ma'am, we are not a fraud, we are not a scam. If we are a fraud and we are a scam, you cannot able to contact us. J'ai appelé Desjardins qui m'a envoyé cette lettre-là. Revenons à Louise Parenteau. Visa Desjardins lui a envoyé une lettre rédigée en anglais pour l'aider à mettre fin à son abonnement. Mon gendre, ça a été une conversation, je dirais, d'une heure, 1 heure et demie. Vous allez rembourser. Ah, le rembourser, c'était pas si évident. L'entreprise a finalement accepté d'annuler son abonnement et de lui rembourser 127 $. Ces petites crèmes lui auront quand même coûté 392 $. La crème à ce prix-là, faut pas y aller trop épais, hein? Est-ce que Visa Desjardins vous a parlé de la rétrofacturation? Pas du tout. Non, pas du tout. Il y en a qui se plaignent et pour lesquels on a fait de la rétrofacturation déjà, et je vous dirais que ça se compte par milliers. La rétrofacturation est une arme légale pour un acheteur sur Internet. S'il n'a pas été clairement informé des clauses du contrat par le commerçant, il peut demander à l'émetteur de carte de crédit de le rembourser. Il doit cependant respecter certains délais. Est-ce que dans ce cas-là, la rétrofacturation s'applique? Je ne croirais pas, parce qu'elle a reçu le produit. Il y a des gens qui ont posé ce geste-là et qui ont accepté les crèmes en question. Qui sommes-nous pour déterminer qu'ils ne voulaient pas le faire? Si la personne annule son contrat parce qu'elle se rend compte qu'il n'est pas conforme aux représentations qui lui ont été faites, l'émetteur de carte de crédit est obligé de procéder à la rétrofacturation si elle est demandée dans les temps. Si les gens sont hors délai, par exemple, par rapport à la rétrofacturation, est-ce que vous appliquez votre politique en cas de fraude? Je pense que chaque cas doit être examiné à son mérite. Abella Instant Winkle Reducer. Alors ça, c'est le brillant, là, tu sais, pour... Enlever les rides. Est-ce que ça a marché? Pas tellement. Non? non, mais c'est surtout que ça m'a donné les cheveux blancs. Si vous êtes pris dans cette arnaque, vous aussi, exigez la rétrofacturation. Faites valoir que votre consentement n'était pas éclairé et que les informations importantes étaient perdues dans une tonne de textes, ce qui est contraire à la loi au Québec, en Ontario et probablement dans bien d'autres provinces. Un contrat, ce n'est pas un piège. Vous achetez des électroménagers dans un grand magasin. Vous payez sur place et on vous indique que la livraison sera faite dans 1 mois. Alors, vrai ou faux, la garantie sur un électroménager débute à la date de la livraison, peu importe la date à laquelle vous l'avez acheté. La réponse après la pause. Vrai ou faux, la garantie sur un électroménager débute à la date de la livraison, peu importe la date à laquelle vous l'avez acheté. C'est vrai. C'est une pratique de l'industrie parce que rien dans la loi n'indique quand une garantie doit commencer. Mais les manufacturiers et les grandes chaînes à qui nous avons parlé nous certifient que la garantie débute le jour de la livraison. Alors, un conseil, gardez votre bon de livraison avec la date inscrite dessus. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Il y a un moment dans la vie où on se doute bien que notre prochaine voiture, ce sera notre dernière voiture. Si c'est votre cas et que vous hésitez entre la location ou l'achat, il y a une petite chose que vous devriez savoir. Voici le fin mot de l'histoire.
Germain et Germaine sont retraités depuis plusieurs années. Germain vient de signer la location à long terme d'une voiture. Il a beaucoup de plaisir au volant de sa nouvelle auto. Mais quelques mois plus tard, il meurt. Une fois remise de ses émotions, Germaine doit s'occuper de la succession. Elle ne conduit plus depuis longtemps et elle pense qu'il lui suffit de remettre la voiture de son mari au concessionnaire pour mettre fin au contrat de location. Mais ce n'est pas si simple. Bien des gens pensent que la mort met fin à un contrat. Mais c'est un mythe. Il reste en vigueur et est automatiquement transmis à la succession. Pour résilier le contrat de Germain, la succession va devoir débourser des milliers de dollars. Le fin mot de l'histoire, un contrat de location d'auto, c'est du solide. Même après un décès, lui est toujours vivant. Nous vous avons parlé de rétrofacturation pendant l'émission. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, nous avons des informations pour vous sur notre page Internet. Vous trouverez aussi un lien vers la page Internet de l'Office de la protection du consommateur qui est très complète là-dessus. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec un extrait de la prochaine émission. Pratique commerciale douteuse. Je pense que le vrai prix, c'est le prix de solde parce que la compagnie, il faut qu'il en fasse un profit même s'il est en solde. Rabais trop beau pour être vrai. Je vous dirais que s'ils continuent de le faire, malgré les poursuites, c'est que eux, dans leur chiffre interne, ont conclu que c'était rentable de procéder comme ça.